Il y a 1000 ans, d'étranges bêtes sont sorties des abysses noirs et ont violemment envahi le monde des humains. Mais lorsque les monuments colossaux sont apparus, ils ont donné à une humanité désespérée une petite et précieuse chance de survivre. Ces monuments ont accordé aux gens d'incroyables pouvoirs spéciaux appelés classes, et avec cette force, les humains ont commencé à se battre avec tout ce qu'ils avaient. Après avoir gagné des niveaux au fil du temps, les humains ont finalement réussi à repousser les bêtes dans les abysses noirs et à reprendre leur propre terre. Suite à cette victoire, la Chine a construit ses principales capitales provinciales autour des fondations des 9 monuments. Chaque année, une cérémonie spéciale d'éveil est organisée pour choisir des lycéens prometteurs qui deviendront la nouvelle génération de défenseurs contre les abysses noirs. Mais les bêtes n'ont pas vraiment disparu. Elles se cachent toujours dans l'obscurité sans fin. Pour les arrêter pour de bon, les jeunes doivent devenir encore plus forts. En l'an 53, à la branche du monument de la ville de Lincian, la cérémonie de l'éveil est sur le point de commencer. L'homme se tient sur une haute estrade et annonce le début de l'événement capital. Bientôt, le monument assignera des classes à chaque étudiant en fonction de leurs talents personnels uniques. Il explique que peu importe s'ils obtiennent une classe de combat ou une classe de vie, ils ont tous le devoir solennel de contribuer à leur nation, la Chine. L'avenir de leur pays tout entier repose désormais sur leurs jeunes épaules. Les étudiants bourdonnent d'une excitation brute. Après avoir étudié pendant 18 longues années, ils vont enfin éveiller leur pouvoir latent. Lorsqu'un étudiant déclare son espoir d'obtenir une classe de combat pour pouvoir rejoindre l'Union et gagner un salaire facile, l'étudiant à côté de lui se moque, disant que devenir un guerrier n'est pas si simple. Leur école n'a qu'un taux de réussite de 50% pour les classes de combat. Puis leur attention se porte sur un étudiant calme à proximité et ils se mettent à rire. Lincian est toujours profondément endormi pendant la cérémonie. Tout le monde à l'école le connaît comme un étudiant pauvre bien connu. S'il obtient ne serait-ce qu'une classe de vie, ce sera déjà une bénédiction pour lui. L'un d'eux plaisante en disant qu'une classe inutile comme maître des bêtes d'égout lui conviendrait parfaitement. Lincian ouvre alors enfin les yeux. Il est l'étudiant le moins bien classé de la première école de la ville de Lincian. Après avoir voyagé dans le temps dans ce monde, il était arrivé jusqu'à ce jour. Il se demande maintenant quel genre de classe il va recevoir. L'étudiant qui vient de se moquer de lui s'approche et lui demande quelle classe il vise. Tiao répond avec un sourire confiant. Son objectif est un talent de niveau S ou même une classe cachée. Les autres éclatent de rire, lui disant d'arrêter de rêver. Ils disent qu'il n'obtiendra probablement même pas une classe de vie. Après tout, lors du dernier test de potentiel, sa note n'était que de AC. Sur la base de ce résultat, Tiao sait que ses chances sont incroyablement minces. Ses statistiques étaient tragiquement basses. Sa force globale était de 2,9 points. Son intelligence globale était de 2,8 points. Son physique global était de 1,6 points. Son esprit global était de 1,7 points. Son agilité globale était de 1,5 points. Et sa note de classe potentielle était AC. Pourtant, il croit qu'un rebut peut s'élever et devenir un puissant phénix. Surtout depuis qu'il avait déjà vécu le miracle du voyage dans le temps dans un autre monde. Si c'était possible, alors un autre miracle l'était aussi. C'est pourquoi il espère toujours désespérément obtenir une bonne classe. Bientôt, c'est au tour des élèves de la classe 2 de la première école de la ville de Lincian de monter sur scène. Les équipes sont appelées une par une. Le premier est Wang Dong. Dans son esprit, il veut que le déchet tient ou le regarde obtenir une classe et briller. L'annonceur explique que le processus prendra environ 5 secondes. S'il ressent une quelconque gêne, c'est tout à fait normal. Il doit juste être patient. Dong place sa main près du monument. Une lumière dorée brillante jaillit et l'éveil est un succès. Sa nouvelle classe est guerrier. Il est absolument ravi. Une fenêtre système apparaît alors et montre que son talent est de niveau C. L'annonceur lui dit que même un talent de niveau C est impressionnant parmi les gens ordinaires, et lui souhaite de réussir en tant que guerrier qualifié. On lui demande de se présenter au centre de l'union de la ville de Lincian où quelqu'un lui enseignera à propos de sa nouvelle classe. Certaines filles qui l'admirent crient quand il passe. Elles lui disent de ne pas les oublier quand il ira dans un donjon. D'autres sont rongées par la jalousie. Devenir un guerrier signifie un emploi stable pour la vie. Tout en se pavanant, son groupe confronte Tiao. Un de ses laquais prétend qu'il n'avait même pas remarqué que quelqu'un était là. Il s'avère que c'était juste le perdant de leur classe, Lincian. Wang Dong lui avait toujours cherché des noises. Et maintenant que Dong a obtenu la classe de guerrier, Tiao sent que les choses ne feront qu'empirer. À l'avenir. D'autres étudiants les encerclent. Ils reprochent à Tiao de ne pas s'être excusé après avoir bousculé leur grand frère Dong. L'un d'eux dit même qu'il trouve le visage sévère de Tiao agaçant tout le temps. Il se moque de lui demandant s'il pense avoir l'air cool, mais Dong écarte cela d'un sourire narquois. Il dit qu'il est de bonne humeur et ne laissera pas un tel salaud la gâcher. Il invite ses amis à manger au pub de la ville pour fêter ça. Tiao se demande comment un tyran comme Dong a pu devenir un guerrier.
Cela ne fait qu'attiser sa curiosité quant à la classe qu'il obtiendra. Les brutes parlent aussi de lui. Ils sont sûrs que sa classe ne sera rien comparée à celle de leur grand frère Dong. Puis l'annonceur appelle le nom suivant. C'est Lin Xianhao. Il se dirige vers le monument. Alors qu'il se tient là, il prie en silence. N'importe quoi fera l'affaire, tant que c'est une classe de combat. Il retient son souffle. Puis il place sa main sur le monument. Des éclairs brillants jaillissent de sa surface. En voyant cet éclair intense, il sent une vague d'espoir. Peut-être que sa vie est enfin sur le point de changer. Tout le monde attend le résultat. La lumière s'estompe lentement. L'annonceur lui dit de se préparer. Sa classe est invocateur. Tianhao a l'air complètement dévasté. La foule éclate d'un rire sans retenue. Invocateur est connu comme une classe de déchets inutiles. Techniquement, c'est une classe de combat, mais l'entraînement des créatures invoquées est extrêmement coûteux. Et le résultat est juste moyen. C'est pourquoi les gens pensent que c'est une classe complètement inutile. Ils le plaignent d'avoir obtenu la pire classe possible. Sa vie va être misérable à partir de maintenant. Mais alors quelque chose clignote dans sa vision. Un message système annonce qu'il a détecté l'éveil de l'hôte et le système du Seigneur des Abysses. Il l'informe qu'en se liant au Seigneur des Abysses, il peut obtenir au hasard un talent de niveau SS. Le système explique qu'avec le système du Seigneur des Abysses, il obtiendra un talent aléatoire des Abysses de niveau SS. Tous les 10 niveaux. Tianhao essaie de comprendre cette révélation choquante. Si c'est vrai, il peut obtenir 10 talents de niveau SS au niveau 100. Il regarde avec incrédulité alors que le système annonce le début de l'extraction du talent de niveau SS. Il le félicite ensuite. Il a obtenu le talent de niveau SS, Sacrifice du démon. Le sacrifice du démon permet à l'utilisateur de sacrifier une partie de ses PV max de manière permanente pour directement faire monter de niveau une invocation et la démoniser, gagnant ainsi un pouvoir spirituel de l'enfer. Même après avoir été démonisée, la créature peut toujours gagner des points d'expérience et monter de niveau grâce au combat. Le coût est incroyablement élevé. C'est une déduction permanente de sa limite supérieure de PV. Mais en tant qu'invocateur, il n'a pas besoin de se battre lui-même. Tant que ses invocations sont assez fortes, il sera en sécurité, et il peut utiliser de l'équipement pour augmenter sa limite supérieure de PV pour compenser la perte. Le système explique que pour chaque tranche de 100 points de vie qu'il sacrifie, la créature invoquée augmentera d'un niveau. En ce moment, il a 1000 points de vie. S'il garde au moins 100 points de vie pour lui-même, cela signifie qu'il peut instantanément augmenter invocation au moins au niveau 9 dès le début. Pourtant, il sait qu'il ne doit pas baisser sa garde. Il prévoit d'utiliser cette compétence avec une extrême prudence. Comme il reste silencieux, les gens pensent qu'il est découragé. Une enseignante essaie de le réconforter, en disant que même si sa classe est inutile, toujours d'autres options dans la vie. Tianhao la remercie pour sa sollicitude et dit qu'il croit pouvoir faire une différence dans le monde. Même alors, l'enseignante a toujours l'air inquiète. Quelqu'un dans le public suggère qu'il devrait simplement rentrer chez lui et réfléchir à une solution. Tianhao admet que les invocateurs sont considérés comme inutiles, mais il a déjà décidé que lui, Lin Tianhao, deviendra un grand invocateur qui se tiendra au sommet du monde. Quelques heures plus tard, il arrive chez lui. Sa sœur lui demande comment s'est passée la cérémonie. Il répond simplement qu'il a obtenu la classe d'invocateur. Elle se sent immédiatement désolée pour lui. Elle vient de sortir de la douche et ne porte qu'une serviette. Tianhao prend une autre serviette et commence à lui sécher les cheveux. Elle lui dit que ce n'est pas grave, parce que l'année prochaine, quand elle aura sa classe, elle deviendra une mage et le protégera. Il lui rend la serviette et lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Il dit que son frère est un invocateur puissant et qu'elle devrait juste se concentrer sur sa propre protection. Elle fait la moue et dit qu'il la traite à nouveau comme une enfant. À ce moment-là, il reçoit un message sur son téléphone. Il lui dit de le laisser tranquille un peu et de s'occuper. Le message indique que les étudiants qui ont réussi à obtenir une classe doivent se rassembler. Il se demande de quoi il s'agit, mais quoi qu'il en soit, il décide d'y penser. Plus tard, le professeur informe la classe que les résultats de la cérémonie de classification des classes sont bons cette fois-ci. Il y a 5 personnes qui obtiennent la classe de combat, 8 personnes qui deviennent des mages, 11 personnes qui deviennent des soutiens, et une personne qui devient un invocateur. Assis à proximité, un des amis de Wang Dong se moque qu'une personne inutile se retrouve avec une classe inutile. Il se moque de la classe d'invocateur, convaincu qu'une fois que vous en devenez un, votre vie est pratiquement terminée. Parce que la situation de Tianhao est plutôt spéciale, le professeur lui tend un livre d'introduction pour les invocateurs qui devrait être utile. Tianhao exprime ses remerciements. Le professeur ajoute ensuite que si Tianhao rencontre des difficultés, il devrait venir le voir pour de l'aide. Après cela, le professeur lui dit de retourner à sa place. Tianhao voit le livre et note que la poussière dessus est assez épaisse. Cela confirme ses soupçons. Être un invocateur le place au bas de la hiérarchie. Ensuite, le professeur s'adresse à la classe, expliquant qu'ils sont tous réunis parce que l'école veut recueillir des données spécifiques sur les étudiants qui ont obtenu une classe. Toutes les autres classes seront présentes,
Alors il les prévient de ne pas le mettre dans l'embarras. Le groupe se dirige vers l'extérieur pour le test de talent de classe. L'instructeur annonce alors que le test commence maintenant. Un match commence. Il frappe l'appareil de test et reçoit un score respectable de 73, un bon talent qui indique qu'il doit continuer à travailler dur. Puis c'est au tour de Wang Dong. Il frappe la machine avec son épée et obtient un score assez élevé de 89. Cela fait clairement de lui le premier de la classe. Tiano est appelé ensuite. Il a vu quelques techniques d'invocation de base dans le livre d'introduction que le professeur lui a donné. Mais il ne les a pas encore essayées. Pourtant, il décide qu'il va essayer de son mieux maintenant pour sauver la situation. Il prépare sa posture et commence l'invocation. Un vent puissant commence à tourbillonner autour de lui. Tout le monde est choqué par la soudaine rafale de vent fort. La poussière remplit la zone, ce qui rend difficile de savoir s'il a réussi à invoquer quelque chose. Quand la poussière se dissipe enfin, un slime élémentaire apparaît sur le sol. Tiano est complètement abasourdi. Toute la classe éclate de rire. Le slime est si adorable qu'il se demande s'il peut même tuer des monstres. Il est difficile de l'imaginer se battre. Quelqu'un plaisante même en disant qu'il n'est même pas assez bon pour passer la serpillière avec. Le slime pousse un petit cri et s'accroche à sa jambe alors que Tiano a du mal à croire que c'est ce qu'il a invoqué. La fenêtre de statut révèle ses statistiques. C'est une invocation de niveau 1. Il a 500 points de vie, 9 de puissance d'attaque et 2 compétences. Le slime est le crachat de slime de Joseph. Tiano fronce les sourcils. Avec seulement 9 points de puissance d'attaque, il pense qu'une attaque de sa part ressemblerait à un simple chatouillement à ce stade. Le professeur demande à tout le monde d'attendre une minute et de regarder le score. Ils se tournent tous vers le tableau et voient un score final de 9 points. La pièce tombe dans un silence incrédule. Alors que les étudiants éclatent de rire, le professeur essaie d'offrir quelques mots d'encouragement, disant que 9 points, c'est mieux que rien. Tiano demande au professeur s'il peut réessayer. Le professeur le permet. Il décide qu'il est temps d'essayer son talent de niveau SS. En utilisant sa compétence, le sacrifice du démon, sa créature invoquée sera enchantée en permanence et montera de niveau. Il choisit d'essayer avec 200 points d'abord. Les autres étudiants le regardent avec confusion. Pour eux, peu importe combien de fois il essaie. Il croit que rien ne changera même s'il le fait 100 fois. Sa limite de PV passe de 1000 à 800. Puis une vague d'énergie cramoisie frappe le slime. Son corps commence à se tordre et à se transformer violemment. Tout le monde le regarde, se demandant ce qui se passe. La transformation continue, devenant plus intense avec une énergie rouge tourbillonnante. Et quand c'est fini, Tiano se tient devant son nouveau compagnon, un slime démonisé. Maintenant au niveau élémentaire 3, ses PV sont passés à 1200. Sa puissance d'attaque est passée à 120 et il a 3 compétences. Ses compétences sont le slime corrosif, le crachat de slime et la nouvelle compétence, la danse démoniaque. Le slime bleu autrefois adorable est maintenant d'une couleur cramoisie menaçante et a fait pousser 2 cornes acérées. Cornes. Il lui ordonne d'attaquer. Le slime démonisé saute dans les airs. Puis, dans un éclair de rouge, il se précipite en avant et frappe la cible avec une force immense. Tous les yeux se tournent vers le tableau de bord. Pendant un moment, l'affichage vacille et a des ratés. Tout le monde est stupéfait par le résultat final. Il affiche un score massif de 120. Les étudiants n'en croient pas leurs yeux. Le score est de 120 points. Il semble impossible que le dernier gars du classement soit si fort, surtout quand le puissant Wang Dong n'avait obtenu que 89 points. Wang Dong regarde avec une incrédulité absolue. Il se demande comment cela a bien pu arriver. Même le légendaire dieu de la guerre de Chine, Fan Changyun, n'avait réussi qu'un score de 101. À son époque. L'idée que l'Tiano ait atteint 120 est impossible à accepter pour eux. La foule accuse immédiatement Tiano de tricherie, soulignant qu'il a trafiqué la machine parce qu'il a fait un deuxième test. Ses laquais confirment l'accusation. Ils disent au professeur qu'un score qui passe d'un pathétique 9 à un énorme 120 est totalement louche et suspect. Tiano admet à lui-même qu'il a bien trafiqué les résultats, mais il n'a utilisé que son compétence sur son slime, pas sur la machine elle-même. L'enseignant reconnaît que ce qu'ils disent a du sens. Tiano le regarde et insiste sur le fait qu'il n'a pas triché. L'enseignant s'approche pour inspecter la machine endommagée. Après l'avoir examinée, l'enseignant fait une déclaration. Il conclut que la machine a simplement mal fonctionné. L'Tiano n'a pas triché. Wang Dong ressent une vague de soulagement en sachant que ce n'était qu'un dysfonctionnement de la machine. Dans son esprit, il n'y a aucune chance que ce déchet puisse jamais le surpasser. Il se demande alors ce qu'il adviendra du score de Tiano. Un de ses laquais intervient rapidement avec une réponse. Il dit que c'est clairement 9 points, puisque la machine fonctionnait bien au premier essai et qu'ils l'ont tous vu. L'enseignant annonce sa décision finale. En raison du dysfonctionnement, le résultat de l'Tiano est invalidé et il devra repasser le test plus tard. Tiano est surpris que le professeur lui donne une autre chance. Certains étudiants protestent contre cette décision, accusant le professeur d'être injuste et de le protéger.
Mais le professeur reste ferme. Comme la machine est endommagée, le test d'aujourd'hui se terminera ici. Tous les étudiants qui n'ont pas encore été testés, y compris l'un Tiano, auront une autre chance une fois que la machine sera réparée. L'un Dong ricane à Tiano. Il dit que même s'il repasse le test, un déchet restera un déchet. Il lui dit de continuer à rêver. Puis il se tourne vers son groupe et leur dit de partir. Ils se dirigeront vers le premier niveau des abysses noirs. Tiano se souvient que cet endroit est un donjon pour débutants. Il pense que ce sera l'endroit idéal pour tester son signe démoniaque, alors il décide qu'il est temps d'y aller aussi. Son groupe prend alors congé. Plus tard, deux hommes arrivent et découvrent que la machine a été frappée par un étudiant. Quand ils voient l'étendue des dégâts, ils se demandent si l'école a vraiment eu un autre étudiant de génie cette année. À proximité, un vieil homme remarque Tiano. Il s'approche et commente qu'il voit en Tiano un grand potentiel pour être un invocateur. La réplique frappe Tiano comme étrangement familière, bien qu'il ne se souvienne pas où il l'avait entendu auparavant. Il demande au vieil homme s'il lui parle. En réponse, le vieil homme révèle un bâton d'invocateur de premier ordre, l'offrant pour 300 pièces d'or. Tiano est sceptique. Pour lui, cela ne ressemble à rien de plus qu'un morceau de bois cassé, et le prix semble être du vol. Mais le vieil homme insiste sur le fait qu'il ne l'offre qu'à lui parce qu'il croit qu'ils ont un lien. Pour n'importe qui d'autre, dit-il, il ne le vendrait même pas pour 3000. Alors que Tiano tient le bâton, il peut sentir une véritable puissance en déborder. Sans association d'invocateurs dans ce monde, cet équipement est vraiment rare. Alors, malgré ses doutes, il décide qu'il pourrait aussi bien l'acheter. Le vieil homme demande 300 pièces d'or. Heureusement, Tiano n'a que 92 pièces d'or sur lui. Il demande si le vieil homme peut lui faire une réduction et vendre le bâton pour 92 à la place. Le vieil homme accepte les 92 pièces d'or comme acompte. Il explique qu'avec ce paiement, le bâton est maintenant réservé et il ne le vendra pas à d'autres. Cependant, si Tiano veut vraiment le réclamer, il doit se rendre dans la partie la plus profonde du labyrinthe des abysses noirs du premier niveau et lui apporter un trésor. Ce n'est qu'alors que le bâton sera sien. Tiano envisage de reprendre ses paroles, mais il semble trop tard. Au fond de lui, il a l'impression de venir de recevoir une mission d'un PNJ. Le vieil homme lui tend une reconnaissance de dette et lui dit qu'il saura quand il atteindra la partie la plus profonde du labyrinthe. Puis il insiste pour que Tiano y appose son empreinte. Tiano demande pourquoi il est obligé d'acheter ça. Finalement, il appose son empreinte sur le papier. Le vieil homme sourit et lui rappelle de se souvenir de leur accord. Tiano s'éloigne, se sentant un peu dépassé. Après son départ, le professeur s'approche du vieil homme et l'appelle respectueusement Enefong. L'enseignant rapporte alors que la machine de test est tombée en panne et que le test a été interrompu. Il suggère à l'aîné de revenir pour l'instant. L'ancien Fong demande s'il connaît l'étudiant qui vient de partir. L'enseignant répond que l'étudiant est l'un Tiano de sa classe. Il est désolé pour le pauvre enfant qui a eu la classe d'invocateur. Il sait que la route sera difficile pour lui. L'aîné acquiesce. À l'entrée du premier niveau des abysses noirs. L'air est froid. Devant lui se dresse une structure massive abritant un portail. Cet endroit, également connu sous le nom d'abîme de la vallée froide, nécessite une équipe de 3 à 5 personnes pour y entrer. Il est limité au niveau 1 à 10. Toute personne en dehors de cette plage sera immédiatement retirée par le superviseur. Comme il y a une exigence d'équipe, Tiano sait qu'il ne peut pas entrer seul. Il affiche la liste du classement de la clairance. À la fin du mois, ceux qui obtiennent la première place sur la liste reçoivent des récompenses incroyables. Actuellement, la première place du classement appartient à Feng Shanguin. La récompense pour la première place est un plastron de débutant de qualité or qui offre 30% de protection d'armure, 20% de résistance à la magie et augmente les PV maximum de 120 points. Tiano reconnaît qu'il s'agit d'un excellent équipement dans les premières étapes. Il se rend vite compte qu'il doit se battre pour la première place de la liste. Quelqu'un à proximité le remarque et ricane, demandant ce qu'un perdant qui a obtenu 9 points au test fait ici. Voyant qu'il a l'intention d'entrer dans l'abîme, le gars se moque de lui, disant que compte tenu de sa puissance, il ne survivra probablement pas plus de 10 secondes à l'intérieur. Tiano en a assez d'entendre les mêmes insultes. C'est Wang Dong et sa bande habituelle. Ils lui disent qu'il devrait juste rentrer chez lui. Tiano leur dit que ce ne sont pas leurs affaires. Ils le défient, soulignant que le donjon nécessite une équipe d'au moins 3 membres. Ils veulent voir s'il peut même entrer en premier. Wang Dong élève la voix, se vantant d'avoir un guerrier de talent de niveau CE2. 11 mages, et demande à la foule si quelqu'un veut faire équipe. Immédiatement, les gens se pressent autour d'eux. Tout le monde est impatient de rejoindre leur puissante équipe. Un prêtre se promeut, offrant un buff de résistance au froid, dans l'espoir d'être choisi. Wang Dong sélectionne 2 nouveaux membres du groupe. Son laquais le met en avant, se vantant de l'incroyable puissance de son grand frère et de leur objectif de concourir pour le premier rang du classement. En entendant cela, les nouvelles recrues deviennent nerveuses, craignant de ne pas pouvoir suivre un rythme aussi rapide.
clarté et vitesse. Soudain, le portail pulse et crache un tas de squelettes qui terrifient les nouveaux venus. Le laquais de Wang Dong sourit et les avertit de suivre de près, car s'ils prennent du retard, ce sera le résultat. Wang Dong prend alors la parole, disant qu'ils y vont. Tiano les regarde tranquillement disparaître à l'intérieur. Il sait que ces trois-là ne sont pas de bonnes personnes. Les nouveaux venus ne s'en sortiront probablement pas vivants. Bien que les morts puissent être ressuscités, le prix n'est pas mince. C'est pourquoi terminer le donjon avec la vie de Wang est toujours la meilleure option. Tiano affiche ces informations pour que les autres les voient. Il révèle qu'il est un invocateur de niveau 1 avec un talent de niveau S. Cela attire l'attention de quelqu'un à proximité qui pousse son coéquipier et suggère qu'il fasse équipe avec lui. Mais l'un des autres rejette immédiatement l'idée. Malgré le talent de niveau S, il soutient qu'un invocateur est toujours inutile. La femme du groupe soupire de déception. Elle pensait pouvoir trouver quelqu'un de solide à qui s'accrocher, mais ce n'est qu'un faible. Il décide d'attendre un peu plus longtemps pour de meilleures options. Tiano aperçoit alors quelqu'un qui se tient seul dans la foule. Il l'identifie comme étant Li Shui, un barde de niveau 1 avec un faible talent de niveau E. Malheureusement, le talent de sa classe doit être supérieur au niveau des pour appliquer des buffs vraiment efficaces à l'équipe. Rien qu'en voyant son expression abattue. Tiano peut dire qu'elle attend ici depuis des jours. Il s'approche d'elle et lui demande si elle aimerait faire équipe. Elle rougit immédiatement à l'offre soudaine. Tiano tend la main et explique qu'il veut concourir pour le classement. Mais absolument personne n'est prêt à former une équipe avec lui. Au fond, Li Shui sait qu'un invocateur de niveau S en compétition pour le classement est impossible. Mais il est incroyablement beau et elle décide que c'est dommage de rater cette occasion. Elle accepte donc de rejoindre son équipe. Un instant plus tard, ils forment avec succès une équipe et échangent des présentations. Tiano la rassure en lui disant qu'une fois qu'ils seront entrés, il sera responsable de l'élimination de tous les monstres. Son seul travail est de faire de son mieux pour se protéger. Son visage s'illumine d'une joie pure. La pensée qu'il prendra soin d'elle la rend absolument étourdie. Elle promet rapidement qu'elle se protégera et ne lui causera aucun problème. Maintenant, ils n'ont plus qu'à trouver une personne de plus. Soudain, une voix forte résonne dans la zone, criant à la déesse Shin. Les têtes se tournent instantanément vers l'agitation. Quand Su Xing apparaît, sa présence éblouissante attire l'attention de tous, surtout de tous les hommes. C'est un druide de niveau 1 avec un impressionnant talent de niveau A. Beaucoup d'hommes se précipitent pour lui offrir une place dans leurs équipes, mais intérieurement, elle trouve le tas de déchets incroyablement ennuyeux. Une forte agitation éclate alors qu'ils se battent tous pour savoir qui fera équipe avec elle. Tiano reconnaît immédiatement la célèbre cloche de l'école. À sa grande surprise, Sushina semble le reconnaître aussi. Elle s'arrête juste devant lui, le fixant si intensément que cela le met mal à l'aise. Dans son esprit, elle envisage l'idée ridicule de faire équipe avec un invocateur de classe poubelle. Puis, d'un ton autoritaire, elle lui ordonne de la laisser rejoindre son équipe. Les hommes qui l'admirent sont furieux et consumés par une envie brute. Soudain, Tiano se retrouve dans une situation très tendue et gênante. Su Xing entre avec assurance dans son espace personnel sans la moindre hésitation. Les autres hommes commencent à se plaindre bruyamment, se demandant pourquoi la déesse choisirait un inutile invocateur de toutes les personnes. Le pauvre Tiano n'a rien fait du tout, mais il subit toute leur colère imméritée. Irrité, il crie à la foule, annonçant qu'il a déjà une équipe et leur dit de ficher le camp. Le rejet brutal prend tout le monde complètement au dépourvu. Sushina se précipite vers le portail du donjon. Tiano l'interpelle, lui demandant pourquoi elle veut rejoindre son équipe. Elle répond avec une franchise brutale. Elle vise à concourir pour la liste et a besoin de 2 accessoires spécifiques des récompenses. Elle déclare que si elle peut mener 2 faibles à la première place, personne ne la méprisera plus jamais. Son choix de mots est indéniablement blessant. Elle leur dit d'arrêter de rester là et de se dépêcher de la rattraper. Tiano soupire, légèrement troublé par le fait qu'ils ont maintenant une personne difficile dans leur équipe. Li Shui demande tranquillement s'ils ne seront que tous les 3. Il le confirme. Il n'y a pas de personne appropriée pour les rejoindre en ce moment. Il lui dit que s'ils rencontrent un danger, elle devrait se sentir libre de quitter la bataille et l'équipe. Ils traversent le portail scintillant et pénètrent dans le donjon enneigé. Le froid glacial les frappe instantanément. Même avec les vêtements chauds que Tiano a achetés avant, l'équipement est complètement inutile contre ce froid magique. Li Shui propose de lancer un buff de résistance au froid de bas niveau. Elle pince doucement sa petite harpe et une lumière dorée et chaude les enveloppe tous. Sushene détourne le regard et remarque que Li Shui a une certaine utilité après tout. Tiano leur rappelle qu'ils doivent se dépêcher. Ils sont ici pour concourir pour la première place de la liste. Soudain, une paire d'yeux rouges brillants apparaît dans l'ombre. Tiano le regarde fixement. C'est un loup errant corrompu, un monstre de niveau 1. Ses statistiques indiquent 400 points de vie, 21 de puissance d'attaque,
200 d'agilité et un simple point de défense. Ses compétences sont la propagation de la peste et la faible peau de loup. C'est une créature tragique, une âme d'animal piégée dans l'abîme de la vallée froide, incapable de se reposer et occupant un corps tordu. Ceci est considéré comme un monstre de grade normal. Suchenay le reconnaît tout de suite. Elle sourit, disant que le timing est parfait. Elle avait l'intention de s'entraîner un peu, puis elle se transforme en une forme de demi-bête, un chat-civette. En voyant sa forme puissante prendre forme, Tiano comprend enfin ce que signifie être un druide. Elle saute haut dans les airs et charge immédiatement droit sur le monstre. Suchenay lacère le loup corrompu avec ses griffes vicieuses. Tiano observe que le loup commence à subir des dégâts continus et croissants. Il en déduit rapidement que ces puissantes attaques de griffes doivent infliger un effet de saignement dévastateur. L'issue est vraiment étonné par l'incroyable force de Suchenay. Le loup se dissout et laisse tomber son butin. Il laisse derrière lui une peau de loup d'une valeur de 20 pièces d'or par ensemble et des crocs de loup qui se vendent 10 pièces d'or par ensemble. Suchenay remet les objets à l'issue en guise de remerciement pour avoir lancé la résistance au froid. Buve plutôt. Elle explique qu'elle n'aime pas devoir aux autres. L'issue sourit, touchée par le geste inattendu, et lui dit qu'il n'y a pas besoin de telle formalité. Après cela, Suchenay déclare qu'ils continueront d'avancer. Tiano jette un dernier regard à l'endroit où le loup est tombé avant de rattraper son retard. Peu de temps après, leur chemin est complètement bloqué par 3 autres loups errants corrompus. Sans un instant d'hésitation, Suchenay se transforme en sa forme de demi-bête et charge dans la mêlée. Elle déchire la meute de loups, les abattant à une vitesse aveuglante. Cependant, elle découvre que gérer 3 des monstres à la fois est encore un peu difficile. Pourtant, elle ne laisse pas le défi la ralentir du tout. Elle a les yeux fermement fixés sur l'obtention de la première place du classement. L'issue est profondément préoccupée lorsqu'elle remarque que Suchenay est maintenant blessé. Elle propose de chanter un sort de récupération de PV de bas niveau pour la soigner, mais Suchenay refuse l'offre. Elle explique que la compétence de bas niveau ne restaurera de toute façon pas beaucoup de PV, et conseille à l'issue d'économiser sa mana à la place. Suchenay sort une potion de son inventaire et en boit une gorgée rapide. Alors qu'il continue à marcher plus profondément dans la vallée froide, il reste alerte et scanne attentivement alentour. Devant, Suchenay marche sans le savoir sur un cercle magique caché et lumineux gravé dans la neige. Ses instincts aiguisés se déclenchent immédiatement. Elle sait instantanément que ce n'est pas bon. Au même instant, un énorme marteau brutal s'abat directement d'en haut. Elle esquive de justesse le coup écrasant. L'arme lourde a été lancée par un zombie corrompu, un dangereux monstre d'élite. C'est une bête de niveau 4 avec 600 points de vie, 56 de puissance d'attaque, 100 d'agilité et 5 de défense. Ses compétences incluent le marteau, une odeur de pourriture qui agit comme une aura affaiblissante, et dévorée. C'était une créature terrifiante, un cadavre ressuscité des restes de loups errants. Bien que son cerveau ait été complètement pourri, son agressivité est absolument implacable contre tous les envahisseurs. Voyant que c'est un monstre d'élite, Suchenay sait qu'ils ont de sérieux ennuis. Li Shui devient anxieuse, surprise qu'un monstre d'élite caché soit apparu de nulle part. Et elle demande comment il a pu apparaître ici. Tiano devine que le carnage de Suchenay à travers tant de loups errants corrompus. Les loups ont dû attirer et provoquer l'élite. Le zombie corrompu balance à nouveau son lourd marteau sur Suchenay. Elle est complètement prise au dépourvu par sa vitesse choquante et inattendue. Le coup brutal l'envoie voler dans les airs, et elle s'écrase violemment contre un rocher voisin. Li Shui panique et se tourne vers Tiano, lui demandant ce qu'ils doivent faire maintenant. Le zombie d'élite lève à nouveau son marteau haut dans les airs, prêt à porter un dernier coup. Coup écrasant sur l'inconsciente Suchenay. Sans aucune hésitation, Tiano invoque son slime démoniaque, une brume épaisse et tourbillonnante se répand à travers la zone immédiate. Puis le slime démoniaque émerge, maintenant une puissante invocation de niveau 3. Tiano donne l'ordre d'utiliser sa compétence signature, la danse démoniaque. Le slime se précipite en avant avec une vitesse incroyable, se déplaçant si vite qu'il ne laisse qu'un flou, traîné de lumière cramoisie dans son sillage. Le marteau du zombie s'abat sur Suchenay. Le sol gelé se fissure violemment sous l'impact, mais le monstre se fiche de surprise authentique. Tiano suggère calmement qu'il devrait regarder attentivement pour voir si son attaque a effectivement touché ou non. Le slime démoniaque avait déjà arraché Suchenay et la remet maintenant doucement à Li Shui. Tiano demande à Li Shui d'emmener Suchenay dans la zone de traitement voisine en premier. Il déclare qu'il s'occupera lui-même du zombie d'élite. Le monstre se prépare à balancer à nouveau son marteau. Tiano ordonne au slime démoniaque d'utiliser la compétence crachat de slime. La créature cramoisie saute haut dans les airs et s'envole directement au-dessus du monstre massif. Un sourire méchant et diabolique se forme sur son visage gluant et démoniaque.
Le slime démoniaque déchaîne une puissante averse de liquide gluant rouge sur le monstre en dessous. La créature terrifiante lève les bras pour se protéger de l'attaque inattendue. Tianou enchaîne rapidement en ordonnant au slime d'utiliser à nouveau la compétence danse démoniaque. Il peut dire que la défense du monstre d'élite est trop élevée. Ils ne parviennent qu'à infliger environ 50% de leurs dégâts attendus. Il doit penser à une nouvelle approche. Le monstre recule de l'attaque. Il commence à se rendre compte que les attaques implacables du slime peuvent réellement faire fondre sa chair en décomposition. Le slime charge pour une autre attaque. Tianou forme rapidement un plan solide. Il ordonne au slime démoniaque de combiner sa danse démoniaque avec la compétence de slime corrosif, en visant spécifiquement les chevilles du monstre. Le slime se précipite en avant avec une précision incroyable. Il frappe le point faible du monstre. Le plan fonctionne. Le monstre massif s'effondre instantanément au sol. Li Shui continue de soigner Suchené avec sa douce magie de guérison. Finalement, les yeux de Suchené s'ouvrent. Elle aperçoit un aperçu époustouflant de Tianou dans le feu de la bataille et voit à quel point il est immensément puissant. Pendant ce temps, Tianou a analysé le combat, et a réalisé que le bas du corps du monstre avait une défense beaucoup plus faible que son haut du corps. Il ordonne au slime de continuer à cibler sans relâche cette zone spécifique. Le liquide gluant commence à pleuvoir à nouveau. Il s'accumule jusqu'à submerger complètement la taille du monstre. Même son solide marteau commence à fondre sous les effets du puissant slime corrosif. Et avec cette dernière assaut, Tianou abat l'élite zombie corrompue. Il gagne 120 points de XP et ses butins inclus. Un marteau de cadavre, 10 peaux de loup et 10 dents de loup. Il passe du niveau 1 au niveau 2. Il est stupéfait de la quantité d'expérience qu'il vient de recevoir et se demande si c'est à cause d'une élimination de niveau supérieur. Les deux filles sont également choquées par sa démonstration de force. Li Shui demande si les invocateurs sont généralement aussi forts. Suchené répond que ce n'est pas à propos de la classe. Elle dit, c'est l'un Tianou lui-même. Sa force personnelle est terrifiante. Abattre un monstre d'élite. Seul n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Tianou s'approche d'elle et lui demande doucement comment elle va. Faisant. Elle rougit de son inquiétude sincère. Elle répond que sa blessure n'est qu'une blessure mineure. Il n'y a pas besoin de s'en faire. Li Shui mentionne alors que son champ restaure les PV trop lentement, et ils doivent s'arrêter et se reposer. Mais Suchené refuse, leur rappelant qu'ils sont là pour concourir pour la première place de la liste. Elle insiste sur le fait qu'elle peut encore se battre et les exhorte à bouger en avant, mais ses jambes vacillent soudainement. Elle peut à peine se tenir debout. Tianou la rattrape et soutient son poids, demandant comment elle peut bien concourir pour les classements si elle perd son vie en essayant. Elle rougit, puis admet que ce qu'il a dit a du sens. À contre-cœur, elle accepte de prendre. Tianou lui dit que la carte montrait une grotte voisine et qu'ils y reposeront pour une nuit. Ils arrivent bientôt à la grotte. Tianou suggère que les deux se reposent pendant qu'il part en patrouille d'abord. Li Shui, complètement fatigué d'avoir trop utilisé de mana, s'endort dès qu'elle s'allonge. Ils sont tous les deux surpris de la rapidité avec laquelle elle s'est endormie. Tianou presse doucement Suchené de se lever, se reposer aussi et dit qu'il va sortir et regarder autour de lui. Juste avant qu'il ne sorte de la grotte, Suchené le remercie tranquillement de l'avoir sauvé. Tianou ne répond pas tout de suite. Il se contente de la fixe. Son visage rougit de pure gêne. Elle ajoute rapidement qu'elle n'est pas une ingrate personne. Puis, clairement troublée, elle se retourne et marmonne qu'il devrait faire comme si elle n'avait pas dit quelque chose. Tianou ne peut s'empêcher de sourire. Malgré ses paroles arrogantes, cette dame est vraiment quelque chose. De l'intérieur, Suchené jette un coup d'œil et le regarde partir. Dehors, maintenant Tianou décide de vérifier ses nouvelles statistiques. Après avoir vaincu un monstre, il a atteint le niveau 3. Ses PV sont passés de 800 à 1200 cents et sa magie de 3 cents à 400. Sa puissance d'attaque est passée de 12 à 40. Son esprit a augmenté de 80 à 100. Sa défense est passée de 1 à 2. Son agilité s'est améliorée de 50 à 55. Et sa chance est passée de 10 à 20. Son talent, le sacrifice du démon, reste au niveau S et sa compétence, entièrement blindée, est maintenant débloquée au niveau 1. Cette compétence permet au pouvoir spirituel de l'invocateur de protéger l'invocation, améliorant toutes ses statistiques. Sa capacité d'invocation actuelle est maintenant de 1 sur 2. Tianou sourit, satisfait de son impressionnant. Tianou active sa nouvelle compétence, entièrement blindée. Il voit que c'est une belle compétence. Il fonctionne comme un puissant buff d'amplification. Ses PV augmentent de 400 points. Ce simple boost est suffisant pour lui permettre de faire monter le slime au niveau 4. Pourtant, il se rend compte que s'il veut augmenter sa limite supérieure de PV, il doit penser à d'autres moyens. Alors, il utilise la commande de conversion pour offrir 400 points de vie. Son total de PV passe de 1200 à 800,
tandis que le slim démoniaque monte jusqu'au niveau 7. Ses statistiques globales connaissent une augmentation massive. Sa puissance d'attaque maintenant atteint 140. Son agilité atteint 120. Sa défense grimpe jusqu'à 7. Il débloque également une nouvelle compétence, la division. Tianou est intensément curieux. Il se demande s'il y a une différence entre le clone divisé et le corps d'origine. Il décide d'essayer sa nouvelle compétence. Le slim démoniaque saute dans les airs. Une fois qu'il est à une distance de sécurité de Tianou, il donne l'ordre clair d'utiliser le compétence division. Bien sûr, le corps cramoisi du slim se divise parfaitement en deux entités distinctes. Tianou les observe de près. Il vérifie même leurs nouvelles statistiques. Les deux slims sont maintenant de niveau 7. Ils ont chacun 700 points de vie, 140 de puissance d'attaque, 130 d'agilité et 4 de défense ainsi que tous les mêmes compétences. En bref, leurs PV sont réduits de moitié, leur agilité a augmenté et leur défense est réduite. Ils se demandent combien de temps cet effet puissant durera. À ce moment-là, un chronomètre apparaît au-dessus du slim démoniaque. Il ne montre que 3 minutes. Tianou est stupéfait. Il pense que ce n'est pas beaucoup de temps du tout. Soudain, il entend un cri aigu provenant de l'intérieur de la grotte. Ses sens s'enflamment instantanément. Il sait que quelque chose ne va pas du tout. Les deux filles sont en danger. Il se précipite à l'intérieur de la grotte. Ce qu'il voit lui fait battre le cœur. Li Shui et Su Shingar sont recroquevillés devant un énorme monstre sombre. Sans un instant d'hésitation, Tianou ordonne à son slim démoniaque d'utiliser le crachat de Slim. Le projectile cramoisi vole en avant et frappe l'énorme bête. Le résultat est un pathétique -25 de dégâts. Tianou est choqué de voir le peu d'effet de l'attaque. Le monstre est le lapin des neiges géants. Li Shui et Su Shingar commencent immédiatement à transpirer à grosses gouttes. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Li Shui, complètement dépassé, demande ce qu'est cette chose et pourquoi elle se déplace si vite. Su Shingar explique que c'est le monstre le plus difficile, l'abîme de la vallée froide. Le lapin des neiges géants. Elle dit que de nombreuses équipes en ont été victimes, mais ce qui la déconcerte, c'est pourquoi il les attaquerait en premier lieu. Ils ne sont manifestement pas entrés sur son territoire. Réalisant que les attaques du slim ne font aucun dégât réel, Li Shui suggère intervenir pour aider. Tianou se retrouve dans une situation difficile. La danse démoniaque avait été interrompue plus tôt et maintenant c'est en temps de recharge. Il ordonne rapidement au slim démoniaque de revenir, créature invoquée continue de subir des coups brutaux du monstre. Li Shui, incapable de rester les bras croisés plus longtemps, fait un geste courageux pour aider. Su Shingar essaie désespérément de l'arrêter. Elle ramasse une pierre et la lance sur le lapin des neiges géants pour détourner son attention. La pierre frappe le lapin, droit sur le front. Le lapin des neiges géants tourne lentement la tête pour lui faire face. Su Shingar se fige, de pure peur. Le lapin des neiges pousse un rugissement féroce et intimidant. Frénétiquement, elle fout son sac et lance une carotte au lapin géant. Les yeux rouges brillants du lapin des neiges s'illuminent de pur plaisir. Il se transforme instantanément en un lapin câlin et adorable et grignote joyeusement la carotte. Tous les trois sont complètement abasourdis par ce développement. Tianou se rend compte que ce monstre est juste affamé. Su Shingar, d'autre part, est perplexe. Elle demande à Li Shui pourquoi elle a même des carottes avec elle. Li Shui explique qu'elle est censée apporter de la nourriture pour le groupe. Mais une fois que le lapin a fini de manger sa collation, il les regarde à nouveau agressivement. Sentant le danger immédiat, Li Shui panique et s'enfuit, jetant plus de carottes derrière elle alors qu'elle court. Naturellement, le lapin géant poursuit la traînée de nourriture délicieuse. Tianou sait. Ils n'ont presque plus de nourriture. S'ils veulent abattre le lapin, ils doivent agir vite. Il dit à Li Shui de jeter son sac à Su Shingar. Su Shingar a l'air confuse, mais Li Shui suit l'instruction sans un instant d'hésitation. Su Shingar attrape le sac. À peine, le lapin des neiges. L'attention se déplace immédiatement directement sur elle. Instinctivement, Su Shingar se transforme en forme de bête, puis jette un coup d'œil à Tianou et lui demande quel est son plan. Elle saute dans l'air juste au moment où le lapin des neiges essaie de la frapper. Tianou n'a pas de stratégie élaborée en tête. Il n'a qu'un seul but. Le tuer, le lapin se jette à nouveau sur elle, cette fois en visant ses poings puissants sur elle. Elle est surprise par sa vitesse incroyable. Elle appelle Tianou à mi-esquive et demande ce qu'elle doit faire maintenant. Il lui dit de l'attirer dans la grotte. Dans ce instant, elle comprend parfaitement son plan. Sans aucune hésitation, elle se retourne et se précipite vers l'entrée de la grotte. Le lapin des neiges géant charge juste après elle. Alors que Su Shingar s'approche du impasse de la grotte, elle est certaine que le lapin ne pourra pas s'arrêter à temps. Et juste comme elle attendait, il s'écrase tête la première contre le mur de pierre dure. De gros rochers dégringolent plafond sur sa tête. C'est le signal pour le slim du démon.
Il entre en action, s'élevant bien au-dessus du lapin des jours et commence à pleuvoir un torrent de slime collant et corrosif. Le grand lapin des neiges est tombé droit dans le piège de Tianou. Il ordonne au slime démoniaque d'utiliser la division puis suivi d'un crachat de slime. Tout le comportement du lapin change. Il devient soudainement prudent. Ses yeux s'agitent nerveusement alors qu'il se rend compte qu'il est complètement et totalement encerclé par le slime qui se multiplie. Le slime démoniaque arbore un sourire diabolique sur son visage et continue de le harceler sans relâche, ronger la santé du lapin géant. Finalement, le combat difficile se termine en leur faveur. La victoire est enfin la leur. Tianou pousse un long soupir de soulagement. L'épreuve est enfin terminée. Il gagne 200 EXP et n'a plus besoin que de 100 de plus pour atteindre le niveau suivant. Mais la bataille difficile lui dans une profonde réflexion. Même si le lapin des neiges n'était qu'un monstre de niveau 8, le slime avait sérieusement lutté contre lui. Il se rend compte que si le slime excelle dans les puissantes attaques de zone 2, effet, il manque cruellement de puissance dans les combats intenses contre une seule cible. S'il rencontre une situation similaire à nouveau, les choses pourraient très mal tourner. Les filles sont aussi incroyablement soulagées que le danger soit enfin passé. Li Shui fond même en larmes. Elle a vraiment cru, elle allait mourir. Pendant ce temps, Sukinir est furieuse, grondant avec colère Tianou pour l'avoir utilisé comme appât. Il s'excuse et explique calmement qu'elle était la seule assez rapide pour esquiver avec succès les attaques rapides comme l'éclair du lapin. Elle rougit, prenant ses paroles pour un compliment. Puis elle se tourne, son agacement bouillonnant envers Li Shui, la blâmant d'avoir apporté des carottes dans l'abîme et d'avoir causé tout ce bazar en premier lieu. Li Shui se défend, disant qu'elle pensait qu'apporter du sel, la nourriture était une bonne idée. Sukinir renifle et lui dit de ranger les carottes. Avant qu'elle ne puisse finir, Tianou l'arrête. Il souligne que vaincre un seul lapin des neiges leur a accordé 120 EXP. Le rendement le plus élevé qu'ils avaient vu jusqu'à présent. S'ils pouvaient en attirer plus dans des pièges, ils pourraient monter de niveau beaucoup plus vite. La condition pour nettoyer l'abîme de la vallée froide est de vaincre le boss de l'abysse de niveau 10. Et pour cela, chaque membre de l'équipe doit être au moins de niveau 4. Pour le moment, les deux filles sont au niveau 2 et Tianou est au niveau 3. Cela signifie qu'elles doivent au moins 5 lapins des neiges de plus pour que tout le monde atteigne le bon niveau. Li Shui hésite, clairement inquiet. Ils ont à peine réussi à en vaincre un seul. Elle se demande comment ils vont gérer plus, mais Tianou les rassure avec confiance. Cette fois, ils ne seront pas la proie. Ils seront les chasseurs. Sukinir soutient immédiatement l'idée. Elle n'a pas de temps à perdre à trouver des monstres un par un. S'ils peuvent attirer les lapins à eux seuls, c'est parfait pour leur objectif de se classer. Le classement. Ils se mettent rapidement à planifier. Ils placent une carotte sur le sol comme appât. Quand un lapin des neiges s'approche, il saute de derrière un rocher, lançant une brutale surprise. 3 heures plus tard, ils ont enfin tous monté de niveau. Tianou atteint le niveau 5 tandis que Sukinir et Li Shui ont atteint le niveau 4. Ils ont déjà passé 5 heures à l'intérieur de l'abysse. Li Shui est satisfaite. Atteindre ce niveau en seulement 5 heures semble être un progrès incroyable. Sukinir est d'accord. C'est en effet rapide. Le précédent détenteur du record, le dieu de la guerre Fang Changyun, avait mis 8 heures pour nettoyer le donjon. Li Shui est pleine d'espoir. Peut-être qu'ils peuvent même battre le record numéro 1. Mais Sukinir la ramène vite sur terre. Optimisme, lui rappelant qu'ils ont encore le boss à gérer et que ce ne sera pas si simple. Tianou pense la même chose. Selon le guide, le boss est un chef zombie. Il peut commander aux loups corrompus et aux morts vivants de se battre à ses côtés, faisant de la bataille une guerre de attrition. Avec leur situation actuelle, le combat pourrait durer au moins 2 heures. Li Shui demande. Quel est le plan maintenant? Sukinir suggère qu'il se repose et se prépare complètement avant de se diriger vers le combat de boss. Tianou est d'accord, ils prendront une demi-heure de pause. Pendant qu'il se repose dans la grotte, Tianou utilise la conversion pour transférer ses PV, son total passe de 1000 cents à 8 cents. Il commence à s'inquiéter. La limite de PV qu'il gagne en montant de niveau diminue de plus en plus à chaque utilisation. Il sait qu'il devra besoin de trouver une meilleure solution une fois qu'ils seront sortis d'ici. Le slime démoniaque a maintenant atteint le niveau 9. Ses PV sont passés à 1600. Sa puissance d'attaque à 150. Son agilité à 130 et sa défense à 9. Son ensemble de compétences reste le même avec le slime corrosif. Le crachat de slime, la danse démoniaque et la division. Aucune nouvelle compétence n'est apparue et l'augmentation des statistiques n'est pas très importante non plus. Tianou espère silencieusement que le combat contre le boss à venir ne sera pas trop difficile. Soudain, un bruit fort. Un bam résonne de l'extérieur de la grotte. Ils se redressent tous, alertes et mal à l'aise. En se précipitant à l'extérieur pour enquêter, ils sont accueillis par la vue d'une magnifique et belle créature. Tianou demande avec incrédulité ce que c'est. C'est un boss caché, une licorne. C'est le niveau 10. Il a mis 500 points de vie, 120 de puissance d'attaque, 300 d'agilité et 10 de défense.
Ses compétences sont si purifiantes. Chant, charge d'épines, charge de piétinement et chute de météores. Cette créature est une créature pure et noble, une bête gardienne reposant dans l'abîme. Elle n'apparaît que lorsque la vie sur le territoire s'affaiblit pour expulser les envahisseurs et apporter une nouvelle vie. Tiano est stupéfait. Une vraie licorne? Il a du mal à croire à sa chance. Il se sent si chanceux d'avoir rencontré le boss caché. Mais à en juger par ses statistiques, il est beaucoup plus fort que le boss original, le chef zombie. Le slime démoniaque se tend, prêt pour un combat. La corne de la licorne commence à rayonner une puissante énergie. Quelques instants plus tard, ses yeux s'illuminent d'une lueur étrange et magnifique. Tiano reste complètement immobile, ses yeux vides, comme s'il était tombé sous le charme envoûtant de la créature. Il est complètement fasciné par la beauté éthérée de la créature. Sans s'en rendre compte, il commence à marcher vers le bord d'une falaise. Le slime démoniaque le remarque et enfonce ses dents acérées dans sa jambe. La douleur soudaine le sort de sa transe. Il se retourne, furieux de la douleur, mort et demande ce qu'il fait. Tiano secoue la puissante transe, mais il voit alors que Tsuchina et Lixue sont toujours hypnotisés. Elle regarde devant elle avec des yeux vides et magnifiques, complètement fascinée par une vision magique, ne réalisant pas qu'elle marche vers un danger mortel. Lixue n'est qu'à un pas de tomber de la falaise quand Tiano crie pour qu'elle fasse attention. Dehors. Il se précipite en avant et les tire rapidement toutes les deux du bord mortel. Il les pousse ensuite, en sécurité derrière un énorme rocher. Elles sortent enfin de leur puissante transe. Sushingar demande pourquoi le boss caché, la licorne de l'abîme de la vallée froide, est apparue. Elle est confuse parce qu'elle pensait que le boss de l'abîme était le chef zombie. Sushingar théorise que la licorne est une créature mythique qui protège tous les êtres vivants, et elle est probablement apparue parce qu'ils ont tué trop de lapins des neiges. Elle souligne également qu'il n'est jamais apparu quand ils ont combattu des hordes de loups-errants et de zombies auparavant, probablement parce qu'ils ne sont pas considérés vivants. Sushingar leur rappelle que leur plan initial était de suivre le guide, de vaincre les monstres le long du chemin pour atteindre l'abîme, et de nettoyer le niveau après avoir vaincu le boss final, le chef zombie. Mais elle souligne maintenant que le boss caché, cette licorne, a des statistiques qui sont bien plus élevées que ceux du chef zombie. Elle sait qu'il y a une forte probabilité qu'il être complètement anéanti. Lixue se met à pleurer. Elle ne veut pas encore mourir et demande s'il devrait simplement s'enfuir. Sushingar dit que c'est impossible parce qu'après avoir tué tant de neige, lapins, ils sont tous marqués maintenant. Lixue regrette tout, blâmant ses carottes pour leur malheur, et dit qu'ils sont tous morts maintenant parce qu'ils ont rencontré le boss caché. Sushingar dit fermement, elle de s'arrêter, lui rappelant que grâce à elle, ils ont eu la chance de terminer le niveau en 2 fois moins. Le temps record. Elle déclare que maintenant ils peuvent nettoyer le niveau tant qu'ils battent ce seul boss. Tano parle enfin, disant que ce n'est qu'une licorne et qu'il ne les laissera pas se blesser. Sushingar demande confiante et leur dit de ne pas la retenir plus tard. Lixue la regarde, amie et les remercie tous les deux. Quelques secondes plus tard, la licorne pousse un puissant rugissement. Il les a trouvés. Ils se préparent immédiatement à se battre pour leur vie. La licorne utilise sa compétence, épine de charge. Alors qu'elle charge en avant, le sol même se fissure sous ses sabots. Elle saute ensuite, à travers la falaise massive. Tano crie à tout le monde de se disperser. La licorne atterrit puissamment de l'autre côté. Maintenant qu'ils se sont dispersés, elle est complètement encerclée. La poussière se dissipe de son atterrissage et la licorne a l'air absolument furieuse. Elle utilise alors sa compétence chanson purificatrice de la seule. Le son perçant de son aura leur fait tous ressentir une douleur intense. Tano appelle Lixue. Elle commence à chanter le sage mélodie pour la résistance purificatrice, berceuse pour l'affaiblissement, et la marche du dieu de la guerre pour des dégâts supplémentaires. La licorne se concentre immédiatement, son attention sur elle. Il rugit à nouveau. Il utilise la compétence de charge piétinante. Lixue se fige de terreur alors que la créature massive charge directement vers elle. Juste à temps, Sushingar bondit et saisit sa puissante corne pour arrêter l'attaque. Elle se stabilise parfaitement et donne un coup de pied à la licorne avec une force incroyable. Puis elle nargue la bête, disant au poney de venir l'attraper. La licorne hennit bruyamment de pure rage en réponse. Elle fixe ses yeux brillants sur elle pendant qu'elle court. Quand il utilise à nouveau la charge épineuse, elle saute haut dans les airs pour esquiver l'attaque. Elle commence à comprendre la puissance pure de ce boss caché. Puis la licorne saute après elle, égalant son saut. Tano crie à Sushingar de faire attention. La corne brillante de la licorne violemment perce la poitrine de Sushingar. Ses yeux s'écarquillent de choc et d'incrédulité. Lixue crie son nom et court rapidement à ses côtés. Elle la secoue désespérément, la suppliant de se réveiller. Tano crie un seul ordre, appelant son slime. Un feu sombre s'allume dans ses yeux alors qu'il voit ce qui s'est passé, le poussant à se battre avec tout. Il a
La puissance du Slim démoniaque augmente alors que ses statistiques augmentent instantanément. Ses PV 6 cents à un énorme 1007 cents. Sa puissance d'attaque saute également de 150 à 160. Le majestueux boss caché tourne son regard brillant pour faire face à ses prochaines cibles. Le Slim démoniaque se déplace immédiatement pour intercepter. Sa forme gluante se transforme et il se prépare à déclencher une attaque. Puis il déchaîne une pluie torrentielle de crachats corrosifs directement sur la licorne. Sushingar et Li regardent avec une absolue. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils réussissent à supprimer le boss caché. Tan réalise que la licorne, la plus grande faiblesse est les attaques d'éléments sombres. Son Slim démonisé se trouve être le contre parfait. Tano ordonne à son Slim de continuer l'attaque implacable. Il lance une autre salve de projectiles corrosifs sur la licorne, faisant crier la bête majestueuse de pure agonie. La licorne essaie désespérément d'échapper à l'assaut. Elle se lance dans le ciel. Mais Tano n'a aucune intention de la laisser fuir. Il ordonne au Slim d'utiliser une combinaison de Slim corrosif et posture de démon. Le corps du Slim fond en une flaque de liquide cramoisi. Il se lance alors haut dans les airs, s'élevant pour poursuivre sa cible en fuite. Il atteint facilement la licorne en plein vol et s'approche dangereusement de son visage. Le Slim se reforme, bloquant le chemin de la licorne et surprenant la créature. Tano fait l'éloge de son Slim, lui disant qu'il a fait du bon travail. La licorne tombe du ciel et s'écrase violemment sur le sol. Le boss caché est maintenant absolument furieux. Explosion assourdissante de puissantes ondes soniques de sa corne brillante. Tano crie rapidement à tout le monde pour se boucher les oreilles. Tout en émettant le son perçant, la licorne charge et attaque le Slim. Tano dit au Slim d'utiliser sa compétence de division pour esquiver l'attaque imminente. Il se fait presque toucher par la corne mortelle. Mais juste à temps, le Slim se divise parfaitement en deux et la corne inoffensive poignarde à travers l'espace vide. Maintenant, il y a deux Slims démoniaques identiques face à la licorne se cabre et utilise sa puissante compétence de piétinement. Le minuteur de sa compétence entièrement blindé continue de s'écouler. Tano sait qu'il doit mettre fin à ce combat rapidement. Il dit au Slim d'utiliser sa compétence de Slim corrosif une fois de plus. L'un des clones de Slim saute haut dans les airs. L'autre encaisse toute la force du puissant piétinement de la licorne. La licorne sent le second Slim venant d'en haut et de derrière. Mais avant que la bête ne puisse réagir, le Slim a déjà est descendu et l'a éclaboussé d'une énorme quantité de Slim corrosif. La bête majestueuse essaie de se lever, loin de la substance brûlante. Mais le Slim démoniaque s'accroche à son corps, faisant crier la licorne dans une douleur insupportable alors que sa chair fond. En raison de ses blessures mortelles, la licorne entre dans une frénésie. Tano panique quand il le voit devenir fou furieux. Il crie rapidement à son Slim de se dépêcher et de s'enfuir, loin. L'endroit où le Slim s'était accroché au dos de la licorne est maintenant gravement endommagé. Le Slim retourne rapidement aux côtés de Tano. La licorne les regarde avec une pure rage débridée. Tano tient bon, attendant prudemment son prochain mouvement, mais il est perplexe. Il a soudainement cessé d'attaquer. Puis il remarque quelque chose d'étrange sur le sol. Il y a une flaque de liquide violet avec de petits morceaux d'herbe flottant dedans près de la licorne. Pied. Sushingar lui demande pourquoi il reste là. Elle lui dit de se dépêcher et de livrer le coup final. L'issue commence également à avancer, disant qu'elle aidera aussi, mais Tano dit d'attendre. Le voyant hésiter trop longtemps, Sushingar décide de s'en occuper elle-même. Elle saute sur la licorne. Tano la regarde finir facilement la bête blessée avec un seul égratignure puissante. La licorne majestueuse s'effondre enfin. Sushingar se tient fièrement au-dessus de son tué, satisfaite de ce qu'elle vient de faire. La licorne repose maintenant immobile dans l'étrange violet, gémissant tristement. Sushingar recule enfin et elle est choquée. Elle ne s'attendait pas à voir qu'il pleure vraiment. Soudain, un faisceau de lumière aveuglant descend du ciel. Il émet une onde sonore perçante qui leur cause à tous une douleur immense. La force est si incroyablement. Il fait même trembler le sol et d'énormes rochers se déplacent autour d'eux. Un énorme rocher est sur le point de s'écraser. Tano ordonne à son Slim de l'avaler. Le Slim fait de son mieux pour manger le rocher qui tombe. Son corps grossit de plus en plus pour essayer de faire rentrer l'énorme objet à l'intérieur. Finalement, le rocher entier se dissout complètement dans sa forme gluante. Tano félicite le Slim pour un travail bien fait. Mais maintenant, encore plus de rochers ont commencé à tomber. Toute la zone s'effondre autour. Il dit à tout le monde de rester près de lui. Li panique quand un énorme rocher lui écrase presque le pied. Sushingar gère beaucoup mieux le chaos. Elle se ferait un chemin à travers les décombres qui tombent avec vitesse incroyable. Elle se déplace rapidement, esquivant gracieusement tous les débris qui tombent. Le Slim se forme une barrière protectrice autour de leur petit groupe.
Sushungar demande alors ce qui se passe. Tano explique que la bête gardienne de cette zone est morte et que toute sa magie commença. Puis il panique à nouveau. Il voit un énorme rocher tomber directement vers la licorne mourante. Il crie à son Slim d'utiliser la division et de le protéger. Le Slim lutte un instant mais il suit son ordre. Un morceau de celui-ci se précipite vers la licorne. Il se déplace à une vitesse incroyable et complètement recouvre le rocher qui tombe. Après avoir dissous la roche dangereuse, il vérifie l'état de la licorne. Il forme ensuite une barrière protectrice autour de la créature qui tombe pour la protéger de tout autre mal. La licorne blessée crache un jet de sang violet. Peu de temps après, la montagne s'arrête complètement. Effondrement. Il est enfin temps d'aller voir la licorne. Sushungar demande ce qui se passe. Tano explique que le sang de la licorne a de puissantes propriétés curatives et que la terre elle-même a commencé à se rétablir dès qu'il a touché le sol. Le corps de la licorne tremble violemment. Sushungar suggère qu'il la tue maintenant pour qu'il puisse enfin sortir de cet abîme. Mais Tano fermement. Elle lui demande pourquoi il se met toujours en travers de son chemin. Lissu remarque aussi quelque chose d'étrange à propos du licorne. Tano se rend compte qu'elle essayait de leur dire quelque chose plus tôt. Soudain, la licorne se redresse violemment. Lissu recule de peur. Sushungar insiste pour qu'il la tue immédiatement. Mais encore une fois, Tano lui dit d'attendre. Elle argumente avec colère qu'ils n'ont pas le temps d'attendre. La licorne crache encore plus de son sang violet. Puis elle s'effondre enfin sur le sol. Il voit alors quelque chose de pointu qui sort de son ventre. Une minuscule corne la transperce de l'intérieur. Sushungar n'en croit pas ses yeux. Une autre licorne vient d'apparaître. Sushungar reste complètement figé de choc. La terre autrefois stérile et gelée devient maintenant luxuriante alors que la nouvelle licorne, plus petite, émerge. Elle se rend compte que le boss peut se réincarner. Elle a immédiatement se précipite, voulant le tuer avant qu'il ne devienne plus fort. Mais Tano se met à nouveau sur son chemin. Il lui dit d'attendre. Elle lève ses griffes acérées, mais Tano ne bouge pas d'un pouce. Une goutte de son sang atterrit directement sur la corne de la petite licorne. La corne magique commence à avec une lumière vive et éthérée. Pendant qu'ils sont là, la petite licorne essaie de se relever toute seule. Puis une notification apparaît soudainement, annonçant qu'un contrat a été formé avec succès. Les deux femmes interrompent ce qu'elles font et regardent la licorne. Tano se retourne pour voir ce qui s'est passé. Une lumière dorée flotte doucement vers lui. Elle se rassemble à l'endroit de son troisième œil. Il peut maintenant voir les statistiques de la licorne juvénile dans la fenêtre de son système. Elle est de niveau 1 avec 6 sens. Points de vie, 15 d'attaque, 100 d'agilité et 2 de défense. Ses compétences incluent la mélodie de nettoyage de l'âme et piétinement de sabots de bête. Tano est soudainement transporté dans une autre dimension où seule licorne juvénile existe. C'est le résultat exact qu'il avait prédit. Il avait remarqué plus tôt que la licorne essayait désespérément de protéger le bébé qui était encore à l'intérieur d'elle. Mais il ne s'attendait jamais que le bébé puisse réellement devenir sa bête contractuelle. Maintenant, il a une puissante deuxième bête invoquée. Sushungar demande ce qui se passe. Elle cherche la licorne partout. Puis le sol tremblait violemment à nouveau. Une énorme et profonde fissure ouvre la terre en deux. Sushungar attrape Lishu et la tire, criant à Tano de courir. Mais Tano s'agenouille à côté de la chute. Mère Licorne fait la promesse solennelle qu'il s'assurera que son bébé est en sécurité. Tano s'assoit sur l'herbe verte luxuriante où se trouvait autrefois le corps de la licorne. Le système affiche son butin gagné. Une corne de licorne forgable, une crinière de licorne, du sang de licorne venimeux et un coffre au trésor de la vallée froide. Il est complètement concentré sur la vérification de ses nouveaux butins. Pendant que derrière lui, le sol même s'effondre. Le système le félicite alors d'avoir battu le record. Il l'informe que le classement est actuellement mis à jour. Il s'y attendait complètement. Pendant ce temps, Sushungar panique. Elle crie qu'il se dépêche et vienne ici vite. Mais le sol sous lui cède complètement. Les deux filles regardent avec une terreur et une inquiétude absolue. Tano commence à tomber dans l'abîme. Le système lui demande alors s'il veut quitter le donjon. Il appuie sur le bouton oui et en un instant, il disparaît. Les deux autres sont également transportés avec lui. Ils sortent sains et saufs du donjon. Lichouette pensait qu'elle allait vraiment mourir cette fois. Un moment plus tard, Tano apparaît à côté d'eux. Sushungar l'attrape immédiatement par le col. Il essaie de la calmer. Tout le monde autour d'eux est bondé autour du tableau de classement, provoquant une énorme agitation. Il n'a pas été mis à jour depuis des lustres, donc les gens sont impatients de savoir qui a finalement réussi à figurer sur la liste. Certaines personnes soutiennent que personne ne peut battre le record légendaire de Feng Shanguin. Puis quelqu'un sort du portail et la foule se précipite, pensant que c'est la nouvelle équipe qui bat tous les records. Un homme s'approche du groupe de Tano et leur demande s'ils sont l'équipe qui vient de battre le record.
Un autre homme le traite d'idiot pour avoir pensé de cette façon. Il raisonne que puisque le groupe a probablement été forcé de quitter le donjon, il est sûr que ce ne sont pas eux. Tout semble logique pour la foule. En entendant ce commentaire, Sukingar est absolument furieuse. Li Chouette essaie de la retenir avant qu'elle ne provoque une énorme scène. Les gens commencent à se rassembler près du. Alors que le groupe de Wang Dong sort. Il se moque immédiatement de Tano pour avoir été téléporté de force. Il s'approche de lui et dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un perdant comme lui sorte même vivant. Puis il remarque la cloche de l'école avec lui et lui demande pourquoi elle est avec ce perdant. Ses laquais lui disent de ficher le camp et de suivre plutôt leur grand frère Dong, puisqu'il est un combattant. Classe. Elle les traite de sales déchets et leur dit de ne pas être aussi effrontés avec elle. Ces paroles dures les mettent tous en colère. Wang Dong appelle un de ses laquais, Yun Fei. Il souligne alors avec suffisance l'énorme fossé qui existe entre lui et Tano. Tano lui sourit simplement. Il dit à Wang Dong d'ouvrir les yeux et de regarder clairement de quel fossé il parle. Ce commentaire arrogant énerve vraiment Wang Dong. Puis les classements soudainement mis à jour. Le nom de Tano est maintenant au premier rang. Wang Dong reste complètement sans voix. Ses laquais perdent également la tête à cause de ce résultat incroyable. Wang Dong finit par lâche le col de Tano sous le choc. Les autres joueurs sont également choqués, surtout depuis. Fan Changyun avait occupé la première place de la liste pendant 3 longues années. Il commence immédiatement chercher Tano dans la foule. Un des laquais n'arrive pas à croire qu'un déchet comme lui pourrait se classer premier. Yun Fei l'accuse alors de tricherie. Il prétend que puisque Tano a triché à la test scolaire avant, il a dû trafiquer une liste de donjons aussi. La foule commence à douter. Tano, se demandant si c'est possible. Leur confiance en lui commence immédiatement à s'estomper. Puis quelqu'un crie qu'ils sont tous simplement ignorants. Yun Fei, agacé par l'interruption soudaine, demande à savoir qui a dit ça. Mais il devient complètement pâle quand il voit qui c'est. Un groupe d'élite puissante vient d'arriver. Pan Yi, un berserker de niveau 7 avec un talent de rang bière. Song Xiaolin, un prêtre de niveau 7, également avec un talent de rang B. Yonang, un magicien de la lumière de niveau 7 avec talent de rang B. Moron Shui, un assassin de niveau 8 avec un talent fantôme voilé de rang A. Chef puissant, Moron Yu, un épéiste de niveau 9 avec la compétence du lion divin doré et un talent de rang A. La foule est complètement submergée lorsqu'elle voit les célèbres frères et sœurs Moron. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils voient le puissant duo. Ils les trouvent si fringants. Ils peuvent dire que leur tempérament est vraiment digne du groupe du lion divin doré de la famille Moron. Tano est intrigué. Il voit que les frères et sœurs Moron ont chacun un titre spécial qui est très difficile à obtenir. Il se demande pourquoi ils sont ici. Contrairement aux gens ordinaires, ceux qui ont une famille, les classes entrent généralement dans l'abîme noir par des portes de téléportation privées spécifiques. Aussi il y a quelques classes familiales qui viennent former des équipes et choisissent d'entrer dans l'abîme noir avec le gens ordinaires. Mais Tano voit qu'ils ont déjà formé une équipe, donc c'est un puzzle de savoir ce qu'ils font ici. Wang Dong se présente à la sœur Moron, Moron Shui. Mais elle le snobe complètement. Yun Fei l'interpelle immédiatement pour avoir fait ça. Moron lui répond calmement qu'il est triste qu'une telle personne soit apparue parmi les 5 guerriers. Yun Fei devient extrêmement en colère à ce commentaire. Wang Dong l'arrête rapidement. Il déclare alors que c'est bien si elle le méprise. Mais il souligne que Tano est un déchet. Et il a dû utiliser quelques astuces pour arriver en tête du classement. Il avertit Tano qu'il a eu de la chance. Cette fois, mais la prochaine fois qu'ils se rencontreront, il le menace qu'il apprendra ce qu'est la vraie puissance. Il part ensuite avec son groupe. Sukingar est soulagé que les chiens qui aboient soient enfin partis. Moron Yu s'adresse alors à Tano, celui qui vient de changer le classement. Il enlève ses gants et lui tend formellement la main. Tano est perplexe que ce personnage puissant le cherche. Comme il reste là en silence, Moron Shui le traite d'idiot et souligne que son grand frère lui offre une poignée de main. Moron Yu lui dit de se calmer. Tano dit bonjour, enfin, mais il a l'air de ne pas savoir comment se comporter dans cette situation. Puis Sukingar attrape soudainement. Elle demande alors à Moron Yu s'il est aveugle. Elle souligne que Tano est déjà en équipe. Moron Yu retient sa colère montante et lui demande poliment de s'écarter, car il parle avec lui. Mais Sukingar commence à entraîner Tano parce qu'elle sait que Moron Yu essaie de lui arracher Tano. Moron Shui répond qu'elle ne veut pas perdre du temps non plus et leur dit sans détour qu'ils le veulent. La foule est choquée, et confus que la puissante famille Moron veuille arracher un invocateur. Mais étant donné que Tano n'est pas un invocateur ordinaire, cela leur semble tout à fait logique. La famille Moron veut aussi battre le record et faire équipe avec Tano serait le moyen le plus rapide de le faire. Sukingar se bat contre l'idée. Elle déclare qu'elle ne peut pas le leur donner, sinon son propre record sera parti. Yuang lui dit de s'écarter s'il vous plaît car ils doivent l'emmener.
La foule commence d'exprimer leurs opinions. Ils lui disent qu'il vaut mieux obtenir plus de ressources que de combattre les puissantes familles Moron, surtout quand leur groupe a 2 membres de niveau A et 3 de niveau B. Li Shui est également inquiète. Elle confirme avec Tano qu'il ne veut pas faire équipe avec eux, n'est-ce pas? Sushingar répond avec confiance que Tano n'oserait pas. Moron lui dit à Sushingar que elle n'a pas le pouvoir de décider pour lui et suggère qu'il devrait lui demander ce qu'il veut à la place. Puis Moron Yu, en tant que chevalier du Lion Divin Doré, étend formellement son sincère invitation à Tano. Un écran système apparaît devant lui et il a la possibilité d'accepter ou refuser l'offre. Sushingar soutient que Tano ne fera pas ça, mais il répond calmement. Bien sûr. La mâchoire de Sushingar tombe d'incrédulité. Li Shui est aussi complètement surprise. Il a alors fermement répète sa réponse. Sushingar lui demande à nouveau ce qu'il vient de dire tandis que Li Shui demande simplement pourquoi. Moron Yu le félicite pour son choix judicieux et lui dit qu'il est en effet un homme intelligent. Il l'invite ensuite à accepter l'invitation sur l'écran du système. Tano baisse les yeux sur le fenêtre lumineuse. Sushingar lui crie désespérément de ne pas le faire. Moron Yu le tente en disant qu'ils peuvent battre de nouveaux records ensemble et que c'est une situation gagnant-gagnant pour eux deux. Tano appuie fermement sur le bouton de rejet. Tout le monde est complètement surpris par sa décision. Moron Shui lui demande ce que cela signifie, mais Moron Yu l'empêche de parler davantage. Tano leur dit calmement de se détendre. Il précise qu'il les rejoindra, mais seulement s'ils acceptent certaines de ses conditions. Cette réponse met Moron Shui profondément en colère. Elle lui dit que le laisser les rejoindre en tant que simple invocateur est déjà une grande faveur et qu'il est complètement ingrat. Tano interprète ces paroles comme signifiant qu'ils ne sont pas disposés à négocier. Moron Yu l'arrête rapidement de partir et lui demande quelles sont ses exigences. Il répond nonchalamment que ce ne sont que quelques petites conditions. Il leur dit que premièrement, après être entré dans l'abîme noir, tout le monde doit écouter ses ordres. Deuxièmement, personne ne peut voler de l'expérience sans sa permission expresse. Et tout le butin de la mort de tous les monstres lui appartient. Ces conditions sont absolument insensées. Et cette réponse met complètement en colère tout le groupe. La foule réagit même à ces demandes, disant qu'elles sont totalement déraisonnables. Mais quelqu'un dans la foule soutient que c'est le parti Moron qui demande de l'aide, donc ces conditions ne sont pas trop déraisonnables. Mais s'ils acceptent à ces conditions, cela signifie que la puissante guilde Moron devra obéir à tous les ordres de Tano. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils ne pourront pas se classer. C'est un coup très intelligent. Tano leur demande alors leur décision. Les autres membres du parti disent à leur capitaine de ne pas accepter à ces conditions, parce que l'homme les méprise clairement. Sushingar a l'air incroyablement fier de ce qu'il vient de faire. Elle les nargue alors en leur demandant s'ils ne peuvent pas accepter ces conditions. Puis elle suggère qu'ils devraient simplement aller de l'avant et se classer eux-mêmes. La foule commence à bavarder sur le fait que c'est une décision audacieuse de défier la guilde Moron en public. Il raisonne que puisqu'il a battu le record du dieu de la guerre, même le maire devrait lui montrer un peu de respect. Un des membres du parti Moron est prêt à donner une leçon à Tano. Mais Moron, tu leur rappelles à tous de ne pas oublier la raison pour laquelle ils sont ici aujourd'hui. Il dit alors à Tano que puisque son frère l'un n'a aucune intention de former une équipe avec eux, il ne devrait pas les taquiner. RMC Koholi répond qu'il ne supporte pas les équipes qui utilisent leur pouvoir pour attraper des gens. Ces paroles pointues offensent profondément Moron Shui. Moron vous l'avertit de ne pas trop se prendre pour lui-même et qu'il devrait faire attention de ne pas se réjouir trop tôt. Lui et son groupe partent alors. Sushingar veut aussi partir. Moron Shui a clairement marqué Tano comme sa proie. Tano veut retourner dans l'abysse. Il sait que s'ils y entrent encore 2 fois, il devrait pouvoir atteindre le niveau 10. Soudain, il sent une aura très étrange. Ces 2 femmes sont maintenant extrêmement agacées par lui pour les avoir trompées, surtout quand il n'avait même pas l'intention de rejoindre la guilde Moron en premier lieu. Elles ont presque pensé qu'il était une personne ingrate et sans cœur. Personne. Il leur demande désespérément de l'écouter. Ses supplications sont suivies de son propre cri fort. Les femmes s'assurent de lui donner d'énormes bosses sur la tête. Elles le laissent ensuite derrière elles pour aller et se réapprovisionner. Le compte à rebours de la prochaine entrée commence à partir d'1h23. Tano se plaint d'avoir mal à la tête. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si impitoyable. Comme il y a encore plus d'1 heure avant la prochaine entrée, il décide d'aller chercher un endroit pour se reposer d'abord. L'expérience qu'il a acquise en battant la licorne lui a permis d'atteindre le niveau 6 juste à temps. Il n'a toujours aucune idée des capacités de la licorne, alors il décide de vérifier d'abord. Il tape sur son écran système et l'invoque. Une lumière vive et aveuglante apparaît soudainement. Il se protège les yeux du flash intense. De manière inattendue, lorsque la lumière s'estompe, notre garçon est confus quant à l'endroit où se trouve sa nouvelle invocation. Le système l'informe que l'invocation a échoué et qu'il devrait vérifier le statut de l'invocation.
Il lui montre alors que la créature invoquée doit encore éclore. Il lui demande s'il veut confirmer l'éclosion. Il répond par un oui ferme. Le processus d'éclosion commence immédiatement, mais il faudra 3 jours entiers pour se terminer. Thanos sait qu'il n'a pas d'autre choix que d'attendre. Il réalise alors qu'il n'a pas eu le temps de vérifier son butin pour l'instant. Il est impatient de voir ce qu'il a obtenu. Il est confus quand il voit un nouveau courrier. Notification. Quand il l'ouvre, il voit qu'il contient le pack cadeau du record historique. Il reçoit alors un nouveau titre appelé l'homme le plus rapide. Il se demande ce que cela est censé signifier. Il ne s'attarde pas dessus car vérifier le pack cadeau est plus important en ce moment. Il doit l'ouvrir pour avoir une chance de recevoir un équipement de l'abysse noire de haut niveau, des matériaux, des potions ou d'autres objets de valeur. Il l'ouvre. 2 coffres apparaissent immédiatement devant lui. L'un d'eux contient une armure de gardien, qui peut être utilisée par toutes les classes. Elle augmente les PV de 50 et ajoute un point à sa défense. Il y a aussi 2 petites potions de XP et la description dit que chacune accorde 50 XP à l'utilisation. Il est très content de ces objets. Il décide de vérifier ce qu'il y a dans l'autre boîte. Ses yeux s'écarquillent quand il voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un collier de glace de grade d'argent. Il accorde un bonus de 50 en magie et 10 en esprit. Il accorde également 5 points de résistance à la glace lorsqu'il est équipé et réduit tous les effets de ralentissement de type glace de 15%. Il reçoit également une potion de XP moyenne, qui accorde 150 XP à l'utilisateur lors de son utilisation. Et enfin, il y a une potion de guérison qui restaure 150 PV à l'utilisation. Il ne s'attendait pas à obtenir un équipement de grade argent. L'équipement est classé en 9 niveaux distincts. Aucun grade, bronze, argent, or, platine. Diamant, radieux, légendaire et divin. Il ne s'attendait pas à obtenir un équipement de grade argent tout de suite. Il se sent incroyablement béni. Il équipe immédiatement le nouvel équipement. Il peut dire qu'avoir l'équipement fait vraiment une énorme différence. Cela le met en mode combat. Ses statistiques montrent maintenant son nouveau titre, l'homme le plus rapide. Il est maintenant au niveau 6 avec des PV de 1100 plus 50, un PM de 550 plus 50, une attaque de 58, un esprit de 130 plus 10, une défense de 5 plus 1, une agilité de 70. Et une chance de 26. Son talent, sacrifice du démon, est de grade S. Sa compétence, entièrement armée, est à niveau 1, où le pouvoir spirituel de l'invocateur protège les bêtes invoquées, améliorant légèrement statistiques pendant 180 secondes. Ces bêtes invoquées sont le slime démoniaque et la licorne de glace, qui est en cours d'éclosion. Il a atteint sa capacité de bêtes invoquées de 2 sur 2 et a 2 compétences restants. Il est heureux de constater que ses statistiques se sont beaucoup améliorées, et il décide de tout mettre en dépensant ses nouveaux points de compétence. Sa compétence entièrement armée passe du niveau 1 au niveau 3. Cela signifie que la protection des bêtes invoquées consomme désormais moins de puissance spirituelle, qu'elle double leurs statistiques. Et cela dure 200 secondes. Il s'attend à ce que cette amélioration lui fasse gagner un temps précieux lors de l'exécution. Donjon. La chose suivante qu'il fait est de faire monter de niveau le slime, alors il l'invoque. Il prévoit de faire un sacrifice de 100 points de vie, mais il découvre qu'il peut encore faire avancer le slime davantage. L'écran affiche qu'il a 6 niveaux avant sa prochaine promotion. Il est tellement excité par ce qui va se passer. Ce qui arrivera s'il avance. Il ne trouve aucune description, alors il décide simplement de se lancer. Il appuie sur oui et attend. Ses PV de 1000 cents diminuent à 5 cents. Une puissante rafale de vent se forme autour. Le slime. Il est si puissant qu'il devient une tornade rouge tourbillonnante. Il regarde et attend. Le slime commence lentement à révéler une nouvelle forme charnue. Tian-Ho est en admiration totale. Pendant ce retour à la place des abysses noirs, c'est à peu près l'heure de leur réunion prévue, mais Tian-Ho n'est pas là. Li Shua suggère que Su Shinga vérifie son emplacement sur le panneau de l'équipe. Elle le fait. Elle est confuse quand elle le trouve en train de courir profondément dans la forêt. Elle décide d'aller le chercher. Li Shua la suit rapidement. De retour à Eremkteno, il regarde un nuage rouge tourbillonnant se former juste devant lui. Il n'a aucune idée de ce que c'est. Quand le nuage se dissipe enfin, il révèle un slime dans un demi-humain. Forme féminine. Voir son corps voluptueux et nu le fait immédiatement rougir, surtout depuis, elle ne porte aucun vêtement. Le slime nouvellement formé est heureux de le voir. Il marche gorille alors qu'il s'approche de lui. Il est surpris, surtout quand il saute directement vers lui et atterrit juste sur lui. Il enfourche son corps, ce qui fait que sa grosse poitrine couvre tout son visage. Le slime est confus quand il se fiche soudainement. Son visage devient rouge betterave. Il attrape alors son bras. Il l'enlève ensuite de dessus de lui tout en jurant qu'il n'aurait jamais de réaction à l'une de ces créatures invoquées. Il sort des vêtements de son inventaire et les lui offre. Regarde les vêtements, puis les absorbe dans son corps, et ils sont maintenant affichés sur sa nouvelle forme. Il précise qu'ils sont pour elle à porter.
Il prend alors les vêtements et l'aide à les porter correctement. Il a l'impression d'être un père. Après avoir mis les vêtements, ses statistiques montrent une petite augmentation de 0,1 dans sa défense. Dikoman vient d'apprendre que les créatures invoquées peuvent réellement porter équipement professionnel. Il soupçonne que c'est parce que celui-ci est un humanoïde. Il décide alors de vérifier les nouvelles statistiques de son slim avancé. Du niveau 9, il est passé au niveau 15. Et passé de 1600 à 2700. Son attaque de 150 à 205. Son agilité de 130 à 160. Sa défense, de 9 à 20 plus 0.1 et 2 nouvelles compétences ont été ajoutées. L'une est une compétence de zone et l'autre est une compétence d'attaque sur cible unique. Ces nouvelles compétences sont la pluie d'acide corrosif, où elle lance une partie de son corps pour former des nuages de pluie, libérant une pluie d'acide hautement corrosif sur une zone ciblée et causant des dégâts continus. Et le second est l'étreinte du démon. Une fois enveloppé par des tentacules recouverts d'un puissant, l'adversaire goûtera aux horreurs de l'enfer. Il inflige des dégâts continus élevés à la cible. Il vérifie les descriptions des compétences et voit que la pluie acide corrosive est une compétence améliorée, tandis que l'étreinte du démon doit être apprise à l'avancement. Ces deux compétences semblent assez fortes. Il est donc impatient de les essayer. Pendant ce temps, Suxinra et Lishwer sont perplexes quant à la raison pour laquelle Tinhao s'enfonce si profondément dans la forêt. Suxinra vérifie sa carte et elle continue. Elle le finalement. De son point de vue, on dirait qu'il fait quelque chose de louche avec une femme. Lishwer exprime qu'elle est épuisée. Elle demande si c'est le bon endroit. Elle rougit alors à ce qu'elle voit. Suxinra est furieuse alors qu'elle lui demande ce qu'il fait. Tinhao est surpris de les voir. Il leur demande ce qu'elles font là. Suxinra a les poings serrés alors qu'elle demande s'il dérange ses bonnes actions. Tinhao devient pâle. Ils le traitent tous les deux de pervers. Cette explosion lui cause plusieurs autres bosses douloureuses sur la tête. Suxinra raisonne qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que ce n'était qu'un slim avancé. Elle lui reproche de ne pas avoir expliqué la situation. Il raisonne qu'elle ne lui a même pas donné l'occasion de s'expliquer. Il leur demande alors pourquoi elles sont ici. Suxinra répond que l'heure de la réunion était terminée, alors elles ont dû le trouver pour qu'elle pourrait entrer dans l'abîme noir. Il explique qu'il se reposait juste ici et a oublié de regarder l'heure. Ensuite, l'écran du système apparaît et leur demande s'ils vont entrer. Puisque tout le monde est maintenant ici, ils décident de se diriger directement à l'intérieur. Ils sont tous engloutis par une lumière vive et chatoyante. Pendant ce temps, le groupe Moron a déjà tué plusieurs monstres, et ils sont frustrés. Parce qu'il n'y a toujours aucun signe de ce qu'ils cherchent. Moron Yu a une expression amère sur son visage. Il se rend compte que quelqu'un les a devancés. Il n'arrive pas à croire que quelqu'un d'autre y soit arrivé. D'abord, Yuang demande ce qu'ils doivent faire maintenant. Un de ses compagnons de guilde suggère que peu importe qui c'est, ils peuvent simplement offrir un prix élevé et le racheter. Yuang le gifle pour avoir été si stupide. Il explique que tout d'abord, c'est une bête mythique millénaire, et deuxièmement, c'est une mission secrète. Mission. Song Xiaolin a l'air hagard alors qu'il suggère qu'elle aurait pu être enlevée par un autre. Moron Xiaowa leur crie de se taire. Elle suggère que cela a dû être pris par un voyou. Équipe. Rogue est un terme pour les joueurs non affiliés, sans guilde. Elle déclare qu'aucune autre guilde n'avait le, donc il n'aurait pas pu savoir que la licorne s'était réveillée. À moins qu'une équipe qui était déjà à l'intérieur des abysses, il l'a rencontrée et l'a abattue. Moron lui répond que Xiaoxua a raison, puisque l'abysse montre des signes d'instabilité et que la bête s'était réveillée beaucoup plus tôt. Il ajoute qu'à part eux, les Lions d'Or, aucune autre guilde n'aurait pu le savoir à l'avance. Donc, avec la bête mythique maintenant morte et l'abysse agissant, le niveau de difficulté est sur le point de monter en flèche. Il se demande qui diable a pu le vaincre. Xiaoxua suggère alors à son frère que si quelqu'un d'autre l'a déjà pris, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui venaient de sortir de l'abysse, il pourrait les tuer tous et le reprendre, surtout cet arrogant petit con. Elle parle clairement. À propos de Tianou. Moron Yu refuse son idée car la guilde du Lion d'Or ne massacre pas d'innocents. Il sait aussi que quiconque est capable de vaincre un boss caché ne peut pas être faible, mais il soupçonne que l'invocateur qui vient de battre le record, l'Intianou, en est un. Moron Yu leur dit enfin c'est assez. Il leur ordonne de se présenter d'abord au QG, puis ils décideront quoi faire. Il réitère qu'ils vont maintenant suivre et retourner à la guilde. Il poignarde le sol avec son épée et ils sont tous enveloppés d'une lumière vive qui les téléporte hors de là. Pendant ce temps, Tianou est toujours en train de geler ici à l'intérieur de l'abysse. Sukinger lui dit de se dépêcher cette fois. Tianou en a de nouveau assez de cette princesse. Ils traversent la forêt sombre. Ils arrivent alors à l'endroit où le premier loup-garou corrompu apparaît. Sukinger veut utiliser la bête comme son échauffement. L'herbe fait un bruit de bruissement fort. Sukinger est excité pour sentir les griffes d'une dame. Soudain, 5 loups-garous apparaissent en même temps.
Li Shui est surpris. Il y en a tellement. Tianou pense que le nombre de monstres au premier point d'apparition a quintuplé. Su Qinghe ne se soucie pas qu'il y en ait 5. Elle est convaincue qu'elle peut les prendre tous d'un seul coup. Elle appelle Li Shui. Li Shui répond qu'elle est prête. Elle joue petite harpe. Sa musique puissante renforce les membres de son groupe et affaiblit les monstres. Su Qinghe alors met fin au combat d'un seul coup puissant. Elle commente ensuite que c'était trop facile. Ils observent que les dégâts améliorés de Su Qinghe atteignent maintenant près de 400 en un seul coup. Elle prouve vraiment que elle est digne d'une classe de combat. Tianou semble avoir quelque chose en tête. Su Qinghe déclare que peu importe combien ils sont, elle les abattra un par un. Tianou veut savoir pourquoi y a-t-il plus de loups-garous qu'avant. Il demande si ce n'est qu'une coïncidence. Mais Su Qinghe et Li Shui ne s'en soucient pas. Il l'appelle pour qu'il se dépêche et les rattrape. Tianou sait que sa question trouvera une réponse une fois qu'ils auront atteint le prochain point d'apparition. Le ciel s'assombrit soudainement. Tianou peut immédiatement sentir qu'il se passe quelque chose d'étrange. Su Qinghe dit à Li Shui de continuer simplement à Buffer et qu'elle nettoiera cet endroit elle-même. Tianou lui dit de se calmer. Il est effrayé par le changement soudain. Le sol commence à trembler violemment. La neige gonfle et un monstre apparaît soudainement dessous la surface. Tianou se rend compte que ces monstres se cachaient sous la neige depuis le début et qu'ils sont maintenant en formation de chasse. Ils sont maintenant complètement encerclés. De plus, il y en a tellement. Li Shui est extrêmement inquiète. Elle demande que doivent-ils faire maintenant. Tianou peut dire que ces attaques ne sont pas aléatoires comme avant. Il soupçonne que ces monstres ont maintenant développé une intelligence. Les loups-garous commencent immédiatement attaquant. Su Qinghe aide Li Shui à se relever rapidement tandis que Tianou reste là. Il prend un respire profondément et fait calmement face au grand monstre devant lui pendant que les autres loups-garous l'attaquent. Par derrière. Même Su Qinghe a peur. Elle pense qu'ils sont maintenant finis. Même quand les loups sont prêts à les manger vivants, Tianou peut toujours sourire. Il lève alors la main haut dans le air et crie pour son signe démoniaque. Maintenant, la fête est sur le point de commencer. Pendant ce temps, de retour à la place des abysses, les cieux sont devenus complètement sombres. Les gens là-bas sont alarmés car le sol commence à trembler violemment. Et quand ils regardent tous l'entrée du donjon, il y a du mouvement. Quelqu'un supplie désespérément de l'aide. Plusieurs personnes sont alors violemment projetées hors du portail, mais leurs corps sont déjà complètement démembrés. Cette vision macabre surprend tout le monde. Certaines personnes vomissent même sous le choc. Elles demandent ce qui vient de se passer. Un homme dont la moitié inférieure a été complètement coupée les informe que l'abysse est en éruption. Ils sont tous laissés complètement confus. Ces hommes qui sont en uniforme demandent ce qu'est une éruption d'abysse. Un écran système montre que les professionnels décédés sont maintenant transportés aux salles des morts. Et quand ils vérifient leur environ, tous sont maintenant morts. Le portail continue de cracher de plus en plus de squelettes. Les gens sont tous figés dans un choc absolu. Soudain, un écran massif apparaît dans le ciel. Il montre que la difficulté de l'abysse a changé. Il a été réglé sur cauchemar. C'est maintenant trop dangereux, et beaucoup de gens là-bas savent qu'ils ne peuvent pas y faire face. Ils décident à la hâte d'informer le maire de cette urgence. Un policier sort immédiatement sa radio. Pendant ce temps, de retour à l'intérieur de l'abysse, Tianou est complètement entouré de loups-garous. Il invoque alors son puissant signe démoniaque. Le loup-garou de son côté attaque, mais Tianou reste complètement calme. Il fait confiance à son slime pour faire son travail. Et il a immédiatement attaque les autres monstres aussi. Les slimes se sont dispersés partout. En voyant comment l'un d'eux vient d'écraser les autres monstres, le grand monstre a visiblement peur. Les cadavres sont maintenant couchés, éparpillés sur le sol. Le slime humanoïde saute et s'accroche à Tianou. Su Qinghe et Li Shui sont toutes deux impressionnés par sa force incroyable. Tianou leur dit de reculer pour l'instant. Ils n'hésitent pas à le faire. Su Qinghe a remarqué que ces nouveaux monstres sont beaucoup plus forts qu'avant. Cela la préoccupe de savoir s'il peut vraiment les gérer tout seul. Tianou se tient avec confiance devant tous ces loups-garous. Il a les nargue. Il prononce « Allez, je vais vous battre si fort que votre mère ne vous reconnaîtra pas ». En réponse à sa provocation, ces monstres rugissent bruyamment. C'est une provocation sacrément efficace. Les loups-garous tous hurlent alors qu'ils courent directement vers lui. L'un d'eux prévoit de lui mordre la jambe. Il ordonne au Slim pour les retenir. Elle reste accrochée à son dos tout en faisant ce qu'on lui a dit. Le roi les a dans sa ligne de mire et il commence à attaquer. Li Shui s'inquiète car Tianou est maintenant attaqué des deux côtés. Su Qinghe sait que le roi loup et les autres loups-garous sont à un tout autre niveau. Cela signifiera qu'il est en réel danger maintenant. Tianou dit au Slim à défendre. Il crée quelque chose comme une grande tentacule acérée et cela forme leur nouvelle ligne de défense.
Les loups-garous mordent dans le nouvel appendice au lieu de Tianou. Sukingé et Li Shue sont surpris de voir que les loups-garous reçoivent en fait des dégâts juste en mordant dans le slime. Ils voient qu'ils perdent maintenant des PV. C'est parce que le mucus du slime est extrêmement corrosif. Un autre loup-garou attaque alors et mord intentionnellement dans la tentacule. Il déchire la chair du slime en morceaux tout en ne recevant qu'une faible quantité de dégâts en retour. Tianou commente que les choses deviennent maintenant intéressantes. Li Shue demande ce qu'ils doivent faire maintenant, puisque la défense, la ligne se brise. Sukingé lui dit de continuer à la soigner. De plus en plus de monstres commencent à attaquer Tianou. Il court directement vers lui tandis que d'autres s'accrochent à la barrière en forme de tentacule. Les deux femmes doivent être prudentes, car ces monstres chargent maintenant. Les loups-garous continuent à recevoir des dégâts juste en mordant le slime. Tianou remarque que ces monstres sont travaillant maintenant en coordination les uns avec les autres. Il est maintenant assez confiant pour dire qu'ils ont vraiment développé une sorte d'intelligence. Deux grands loups-garous sont sur le point de l'attaquer d'un côté à l'autre. Li Shue sort de sa cachette et lui crie de faire attention. Sukingé tire elle de côté et lui crie, lui demandant si elle est folle. Li Shue était inquiète pour Tianou. Sukingé répond qu'elle trouvera quelque chose, mais elle est maintenant dans une situation difficile. Elle tient un petit fiole avec un liquide rouge dedans, et elle sent qu'elle n'a pas d'autre choix que de l'utiliser. C'est une potion de vitalité trouble qui améliore temporairement les statistiques physiques pendant 1 minute. L'inconvénient dangereux est qu'elle subira le double des dégâts après la fin de l'effet. Elle décide simplement de se lancer. Elle ouvre le flacon et ferme les yeux alors qu'elle commence à boire le potion. Tianou dit au slime que ça suffit et de frapper maintenant. Li Shue et Sukingé sont perplexes quant à ce qui se passe. Le roi loup-garou perd l'équilibre. Ils sont surpris que cela est projeté au loin et tombe dans la neige. Le slime et Tianou en sortent complètement indemnes. Tianou rassemble alors son pouvoir. Il lève la main haut dans les airs et active sa nouvelle compétence. Étreinte du démon. Il inflige une quantité de dégâts puissante au monstre, et le corps du monstre se dissout complètement de l'attaque. Seuls ses os blanchis restent. Le système l'informe que le roi loup-zombie a maintenant été tué, et de l'expérience sera attribuée. Li Shue célèbre leur victoire, tandis que Sukingé n'arrive pas à croire qu'il a réellement écrasé un roi loup-zombie de niveau 10 avec à main nue. L'autre loup-garou gémit de peur. Le monstre zombie se tient juste à côté. Il jette un coup d'œil au loup-garou puis le frappe soudainement. Un autre monstre zombie s'approche alors, et leurs deux corps commencent à fusionner. C'est une compétence de fusion appelée tempête de marteau pourri. La nouvelle créature étudie son équilibre, puis tourbillonne jusqu'à créer une énorme tornade de zombies. Sukingé n'arrive pas à croire qu'un monstre des abysses noirs de bas niveau puisse réellement utiliser des compétences de fusion. Après la fusion des deux monstres, leur défense et leur puissance d'attaque ont monté en flèche. Elle craint que Tianou ne puisse pas tenir le coup face à cette nouvelle menace. Elle lui crie « Faites attention !» La tornade de zombies continue de faire rage. Le slime serre fermement le torse de Tianou, et l'emporte loin du danger. Il est surpris par ses actions. Le slime est maintenant aspiré dans la puissante tornade. Quand son corps touche enfin la tornade, il commence à se disperser et il reçoit une grande quantité de dégâts. Tianou sait que s'ils sont touchés par cette attaque, ce sera fin de partie. Li Shue pleure et demande ce qu'ils doivent faire maintenant. Sukingé lui dit qu'il n'a pas encore sa permission de mourir. Elle serre fermement sa fiole puis boit tout le liquide à l'intérieur. Les petits cailloux près d'elle sont déplacés alors que son corps est soudainement englouti par le feu. Elle est maintenant complètement méconnaissable. Elle est aussi torse nu. Li Shue n'en croit pas ses yeux. Sukingé transformée en une puissante forme d'esprit nu. Elle se met immédiatement en route et charge directement vers la tornade.